Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer le plan de nos villes. On va explorer ensemble les idées, les conflits et les grands penseurs qui ont façonné les rues qu'on parcourt tous les jours. C'est une histoire vraiment fascinante qui se déroule juste sous nos pieds. On pourrait se dire que c'est juste le fruit du hasard, une accumulation de décisions au fil du temps. Mais en fait, pas du tout. L'apparence de nos villes, c'est le résultat d'un débat qui est très, très ancien et toujours d'actualité. Et voilà le cœur du sujet. Depuis des millénaires, il y a deux grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, on a le désir d'un ordre parfait, d'une ville planifiée de A à Z. Et de l'autre, on célèbre une croissance plus organique, plus humaine, qu'on pourrait presque qualifier de chaotique. C'est cette tension-là qui a tout défini. Alors, commençons par la première vision. Ce fameux rêve d'une ville parfaitement rationnelle où chaque chose est à sa place, pensée par un esprit supérieur. Et pour ça, il faut remonter à la Grèce antique, avec un certain Hippodamos de Milet. Avant lui, les villes, c'était souvent un vrai dédale de ruelles. Mais lui, il a proposé quelque chose de complètement radical pour l'époque. Un plan en damier. Des rues larges, bien droites, qui se coupent à angle droit. Une grille, en somme, qu'on peut appliquer sur n'importe quel terrain. C'était une véritable révolution de l'ordre et de la logique. Et ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point cette idée a traversé le temps. Regardez, à gauche, on a le plan d'Hippodamos pour le port du Pirée, il y a presque 2500 ans. Et à droite, un projet de Le Corbusier au XXe siècle. La ressemblance est juste frappante. C'est la même quête d'un ordre géométrique parfait qui a persisté à travers les âges. Et Le Corbusier, c'est sans aucun doute le champion moderne de cette vision ordonnée. Un architecte absolument visionnaire, à l'influence immense, mais aussi très controversé. Il a vraiment poussé la logique de la grille et de la rationalité à son maximum. Après la Seconde Guerre mondiale, ses idées ont servi de modèle pour reconstruire vite et bien. Mais cette approche a eu des effets secondaires assez négatifs. On lui a beaucoup reproché d'avoir créé des villes monotones, avec des quartiers pour dormir, des quartiers pour travailler, et le tout pensé autour de la voiture, ce qui a complètement tué la vie de rue. Forcément, face à cette vision de l'ordre total, une véritable rébellion a fini par éclater au milieu du XXe siècle. Un mouvement qui voulait remettre l'humain et la vie de quartier au centre de tout. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a Le Corbusier, avec une approche qu'on dit descendante, des grands projets décidés par des experts d'en haut, et de l'autre, une certaine Jane Jacobs, qui n'était pas architecte mais militante et écrivaine, qui prenait une approche ascendante, des initiatives locales à petite échelle qui favorisent le mélange des usages, c'est-à-dire des endroits où l'on peut vivre, travailler et s'amuser, tout ça au même endroit. Ce schéma illustre à la perfection une de ses idées maîtresses. Jane Jacobs a remarqué que des pâtés de maisons courts, comme ce qu'on voit à droite, multiplient les carrefours et donc les chemins possibles. Ça encourage les gens à marcher, à flâner, à découvrir, et ça crée une vie de rue bien plus riche que les longs blocs monotones qui nous forcent à suivre un seul chemin. Le point essentiel, c'est que la vitalité d'une ville, ça se joue dans ces tout petits détails. Il faut savoir que Jane Jacobs n'était pas la première à défendre cette idée. Bien avant elle, l'architecte autrichien Camillo Sitt critiquait déjà la rigidité des grands boulevards tout droits. Lui, il préférait les rues courbes, les places un peu irrégulières qui créent la surprise et des espaces beaucoup plus intimes, plus charmants. C'est un autre grand partisan de la ville à échelle humaine. Bon, maintenant qu'on a ces deux grandes visions en tête, comment est-ce qu'on peut analyser la ville qui nous entoure? Eh bien, il existe des outils pour ça. On va s'intéresser à Kevin Lynch, un urbaniste qui nous a donné une sorte de grammaire pour décoder notre environnement. Il a étudié la façon dont les gens se créent une image mentale de leur ville, une sorte de carte personnelle qui leur permet de s'orienter. Et selon lui, cette carte mentale est toujours composée de 5 éléments de base. D'abord, les chemins, qu'on emprunte tous les jours. Ensuite, les lisières, qui sont des frontières, comme une rivière ou une voie ferrée. Il y a aussi les quartiers, des zones qui ont leur propre identité. Les nœuds, qui sont des carrefours ou des places importantes. Et enfin, les points de repère, des bâtiments ou des monuments uniques qui nous aident à nous situer. Ce schéma aide vraiment à visualiser ces concepts. La prochaine fois qu'on se promène en ville, ce serait intéressant d'essayer de l'analyser avec ces 5 éléments. Quels sont les chemins, les points de repère, les nœuds qu'on utilise? C'est un super moyen de lire le paysage urbain et de comprendre comment il fonctionne pour nous. Ok, mais tous ces débats historiques, ce n'est pas juste de la théorie. Ça influence très directement la manière dont on conçoit nos villes aujourd'hui. Aujourd'hui, les urbanistes doivent jongler avec des objectifs hyper complexes. Il faut créer des espaces qui favorisent les rencontres, qui sont écologiques, qui limitent les nuisances de l'urbanisation, tout en étant viables économiquement. C'est un vrai casse-tête. Un concept dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est le nouvel urbanisme.
En fait, c'est l'héritage direct des idées de Jane Jacobs. L'objectif, c'est de créer des quartiers où tout est accessible à pied. Les logements, les commerces, les écoles, pour qu'on soit moins dépendant de la voiture et qu'on recrée une vraie vie de quartier. Et puis, il y a un autre enjeu qui est devenu majeur, la résilience urbaine. Nos villes doivent être capables de faire face à des chocs de plus en plus fréquents. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, les crises sociales, ça demande une planification qui intègre beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité. Ça va bien au-delà de ma simple question de la forme des rues. Et donc, on en revient à notre question de départ. La boucle est bouclée. Ce grand débat entre l'ordre et le chaos, entre la vision planifiée d'en haut et l'énergie qui vient d'en bas, il n'a jamais été aussi pertinent. Alors qu'on façonne les villes de demain, quel équilibre allons-nous choisir? La réponse n'est évidemment pas simple, et elle est en train de s'écrire, là, maintenant, rue après rue.